Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La résolution de la crise libyenne est l'une des priorités inscrites à l'agenda 2020 de l'Union africaine. C'est ce qui ressort du message porté par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui est depuis le mois de février le nouveau président en exercice de l'organisation panafricaine. L'élection présidentielle d'octobre 2020 se prépare en Côte d'Ivoire avec déjà 2 candidats officiellement déclarés. Le renoncement du président Alassane Ouattara à un 3e mandat a été salué par l'ensemble de la classe politique, mais pas sûr que cette décision fasse gage d'élections apaisées dans le pays. Et mobilisation des ressources fiscales au Sénégal, la Direction générale des impôts et domaines est parvenue à mobiliser plus de 1619 milliards de francs CFA de recettes fiscales intérieures durant l'année 2019, une performance saluée par le ministère des Finances et du Budget. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pris part à la première réunion du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye le 12 mars à Oyo, en République du Congo. Dès sa prise de fonction à la tête de l'Union africaine le 9 février 2020, le chef de l'État sud-africain a affirmé qu'il envisageait de faire du dossier libyen l'une des priorités de l'agenda de l'organisation panafricaine pour les 12 prochains mois. Il appelle d'ailleurs les parties prenantes à un cessez-le-feu immédiat. Reportage de notre envoyé spécial au Congo, Viviane Bauken. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle les parties opposées dans les combats en Libye à opter à un cessez-le-feu afin d'apporter une résolution de cette crise sans armes. Le président en exercice de l'Union africaine a exprimé au cours d'une interview accordée à Africa 24, en marge de la première réunion du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye, la nécessité de mettre en place un embargo sur les armes vers la Libye. Firstly, we want a ceasefire. Ceasefire must immediately. Nous voulons premièrement un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu doit être immédiatement mis en place afin que toutes les parties conviennent de cela. Ensuite, nous voulons que l'embargo sur les armes soit respecté, ce qui signifie que les pays qui apportent des armes en Libye doivent cesser de le faire. Countries that are bringing in weapons in Libya must desist from doing so. Le président Cyril Ramaphosa a dénoncé au cours de l'entretien accordé à la chaîne panafricaine Africa 24 l'ingérence des pays qui courtisent les richesses de la Libye. Le chef de l'État sud-africain a rappelé que le mandat sur silence des armes de l'Union africaine, qui doit s'achever en 2020, est un processus qui nécessite plus de temps sans vouloir se dérober de l'objectif d'apporter la paix aux peuples africains. African Union decided years ago that l'Union africaine a décidé il y a quelques années de faire taire les armes d'ici 2023. Je suis heureux d'être devenu le président de l'Union africaine l'année où le thème est de faire taire les armes. Nous allons déployer des efforts communs dans des zones où se trouvent des conflits afin d'instaurer la paix. Nous avons déjà réussi avec le Soudan du Sud. Le président en exercice de l'Union africaine et ses homologues Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Idriss Déby Itno de la République du Tchad s'étaient réunis à Oyo afin de préparer la tenue en juillet 2020 de la conférence de réconciliation nationale interlibyenne. Le renoncement annoncé du président ivoirien Alassane Ouattara à un 3e mandat a créé la surprise générale. Mais depuis cette annonce datée du 5 mars, l'opposition est plus que méfiante concernant la révision de la Constitution et menace de boycotter l'élection présidentielle d'octobre 2020 si la commission électorale, qu'elle juge partiale, n'est pas réformée avant le scrutin. Alors le renoncement du président Alassane Ouattara à un 3e mandat est-il gage de stabilité pour les prochaines élections? Élément de réponse avec Siamlo, Victoria Sedji. C'est officiel. Le président Alassane Ouattara se retire de la présidentielle de 2020. La décision du 5 mars aura surpris tout le monde, mal appréciée par certains de ses partisans et proches collaborateurs. Elle a été par contre saluée chez une frange de l'opposition. Ces derniers mois, le climat politique s'était vivement échauffé. Quoique cette renonciation est un bon indicateur de stabilité, la meilleure façon de parvenir à la stabilité, ce sont des élections ouvertes et transparentes. Je milite pour le retrait des 3 grands, comme je dis, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. La majeure partie des militants
en Côte d'Ivoire sont prêts à se sacrifier pour ces trois et pour ces trois seulement. Leur renonciation contribuerait à apaiser un peu le climat politique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rapidement été présenté le 12 mars comme candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 du RHDP, le parti au pouvoir. Ce dernier va-t-il finalement hériter des rivalités et de toutes les hostilités de son mentor Alassane Ouattara? Le chef de l'État, lui, s'est profondément réjoui du choix des militants. Évidemment, Amadou Gon Coulibaly va cristalliser les mécontentements au sein de son propre camp. Là, c'est vu déjà avec quelqu'un comme le ministre Albert Artus Mabry, mais pas seulement au niveau de son propre camp, il va cristalliser les frustrations qui existaient déjà contre Ouattara. Avant la présidentielle, c'est la réforme de la CEI, Commission électorale indépendante, ou encore la révision constitutionnelle initiée par le chef de l'État qui divise. Le texte final de la révision constitutionnelle sera présenté le 12 mars 2020, puis entériné par les 2/3 des parlementaires pour être adopté. Face au RHDP, parti au pouvoir et majoritaire au Parlement, l'opposition crie au tripatouillage de la Constitution et dénonce un forcing de l'exécutif. Et notons qu'une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est en mission d'information préélectorale en Côte d'Ivoire. Elle doit y rencontrer les acteurs politiques, religieux, coutumiers, la société civile et la commission électorale indépendante. Rencontre à l'issue desquelles seront formulées des recommandations pour la bonne tenue du scrutin du 31 octobre 2020. La Corne de l'Afrique est particulièrement touchée par les catastrophes naturelles. En 2019, la sécheresse et les inondations ont engendré quelques 426 millions de déplacés, rien qu'en Éthiopie. L'Union européenne a donc décidé d'octroyer une enveloppe de 26 millions d'euros au pays pour aider les communautés sinistrées à faire face aux aléas climatiques. Nelly Claude Bessa. Dans le cadre de la politique d'autonomisation des États régionaux de l'Éthiopie, 4 régions bénéficient d'un financement de 26 millions d'euros. L'enveloppe issue de l'Union européenne vise à renforcer la résilience des communautés locales et à réduire leur vulnérabilité tout en améliorant leurs moyens de subsistance à travers la mise en œuvre de programmes de préparation aux catastrophes naturelles dans le pays. Les investissements qui vont s'adresser pour la reconstruction des écoles, des centres de santé, pour les programmes sociaux qui vont donc justement découler des activités de ce projet pourront bénéficier principalement aux femmes et aux jeunes. Et à travers l'autonomisation, donc les femmes pourront être impliquées dans les activités qui pourront être développées, notamment dans la construction des infrastructures qui vont être réalisées. Les jeunes aussi vont être très sollicités pour exercer des activités qui sont rentables. Ce programme de résilience financera les activités économiques des femmes et des jeunes afin de réduire les risques liés aux catastrophes naturelles. Pendant 4 ans, les populations des États régionaux d'Oromia, d'Amara, de la région des nations, nationalités et peuples du Sud et de Somalie mettront en œuvre les différentes alternatives qui contribueraient à atténuer les catastrophes et les risques dans leurs zones respectives. La pérennité de ce projet dépendra plus des travaux de reconstruction qui vont être réalisés. Les activités qui vont découler plus tard des infrastructures qui vont être créées, que ce soit des infrastructures économiques, les écoles, les centres de santé qui vont être créés, vont aussi générer d'autres activités économiques qui pourront faire tourner l'économie. L'Éthiopie, ainsi exposée aux catastrophes naturelles, fait face à d'importants besoins humanitaires. Les foyers les plus vulnérables sont ceux situés dans les régions reculées où la fréquence élevée des catastrophes naturelles vient s'ajouter aux conséquences des conflits et de la violence. Plus de 1619 milliards de francs CFA, c'est ce qu'est parvenu à mobiliser la Direction générale des impôts et domaines au Sénégal en matière de recettes fiscales intérieures en 2019. Une performance saluée par le ministère des Finances et du Budget qui espère une mobilisation générale des ressources internes afin de financer les projets publics dans le pays. Aménage. Au Sénégal, la Direction générale des impôts et domaines a enregistré des performances évaluées à 1619 milliards 800 millions de francs CFA de recettes fiscales intérieures en 2019, soit une augmentation de plus de 278 milliards de francs CFA en glissement annuel. L'institution fonctionne dans une optique de mobilisation des ressources internes en faveur du financement des projets publics de l'État sénégalais pour la consolidation des revenus. Cette hausse s'explique en grande partie par une hausse des recettes budgétaires
budgétaire, plus spécifiquement dans la mécanique d'une hausse d'impôt sur le revenu et des bénéfices de la TVA à l'import, de la TVA intérieure hors pétrole et des droits de douane. C'est parce que l'économie se porte bien avec un taux de croissance très positif au-delà de 6%. Sont estimés à plus de 14 098 milliards de francs CFA les besoins de financement pour la réalisation des divers projets entrant dans le cadre du plan Sénégal émergent. À noter que 60% des fonds sont attendus des recettes intérieures. On quitte le paradigme de dépendance à l'aide extérieure pour aller vers cette mobilisation des ressources intérieures. Et sur 4 leviers, 1, les bénéfices potentiels sur les exploitations des ressources naturelles. 2, le développement de la microfinance, tout ce qui est microcrédit, microassurance. En 3, les fonds de garantie. Et en 4, l'accès au crédit bancaire. C'est sur ce point-là aussi, les pays comme les nôtres peuvent encore améliorer ce qui est en train d'être fait. Le Sénégal, dans l'espoir d'atteindre ses objectifs, mise sur la notion de la culture fiscale à tous les niveaux publics et privés. Il y a un an, jour pour jour, le 14 mars 2019, le Mozambique était touché par la tempête tropicale Idai qui a frappé de plein fouet les habitants de Beira, deuxième ville du pays qui enregistre près de 500 000 habitants. Cette tempête a poursuivi sa route en touchant les pays voisins comme le Zimbabwe et le Malawi, et a fait sur son passage plus d'1 millier de pertes en vie humaine ainsi que plus de 2 millions de sinistrés avec d'importants dégâts matériels. Mais plus d'un an plus tard, les pays peinent à se relever de cette catastrophe qui a été suivie par le cyclone Kenneth en avril 2019. Les organisations non gouvernementales déplorent un manque d'engagement financier suffisant de la part des donateurs internationaux, une situation qui maintient les populations sinistrées dans une grande précarité. Écoutons quelques réactions qui illustrent la difficulté des populations à se remettre de ce drame. Le cyclone Idai a été la pire chose que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Des vents violents ont emporté des maisons, des gens ont eu peur, les gens couraient. Nous avons fait face à une véritable destruction. Je n'ai jamais rien vu de pareil de ma vie. Malheureusement, un an après le cyclone, il y a encore 2 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire. Ce qui est vraiment triste car c'est un pays qui produisait beaucoup de nourriture dans de nombreuses régions autour de Beira. Le programme alimentaire mondial ne distribuait pas de nourriture ici auparavant et maintenant nous les aidons à se remettre sur pied en leur fournissant de la nourriture chaque mois depuis le cyclone. Également dans l'actualité, l'Afrique du Sud est le premier pays du continent à avoir mené ce samedi 14 mars une opération de rapatriement d'envergure de ses citoyens expatriés dans la ville chinoise de Wuhan. En effet, 121 Sud-Africains localisés dans cette ville désormais connue pour être le berceau de l'épidémie de coronavirus ont été rapatriés de la Chine et placés en quarantaine. L'Afrique du Sud est à l'heure actuelle le pays le plus touché d'Afrique subsaharienne par l'épidémie de Covid-19, aussi appelée coronavirus, avec 24 cas identifiés. Il est également à noter que la Mauritanie et le Rwanda ont enregistré ce samedi leur premier cas confirmé du coronavirus. Un peu plus au centre du continent, un premier cas a également été détecté au Gabon ce vendredi. Un étudiant gabonais de 27 ans revenu de France. Les autorités gabonaises ont donc décidé de fermer les établissements scolaires pour 2 semaines et de cesser d'attribuer des visas touristiques aux zones touchées par cette épidémie pour lutter contre la propagation de ce virus. Parallèlement, la Confédération africaine de football fait volte-face en décidant finalement de reporter toutes les rencontres éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, à savoir les 3e et 4e journées qualificatives, initialement prévues du 25 au 31 mars. La Coupe du monde féminine des U20 de la FIFA est également concernée par ce report. Cette compétition devait débuter le 20 mars, mais il faut tout de même noter que la CAF a pour l'instant choisi de maintenir la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020, prévu du 4 au 25 avril au Cameroun, compétition dont
dont le Rwanda vient officiellement de se retirer en raison de l'épidémie de coronavirus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.